toutes et tous, bienvenue dans ce cinquième épisode des rendez-vous de connexion familiale. Nous espérons que vous trouverez ici des informations, des éclairages, des conseils qui vous aideront dans l'accompagnement des proches présentant un trouble de la personnalité borderline. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Amaury Durpois, psychiatre, spécialiste des thérapies comportementales et dialectiques, addictologue, créateur de la chaîne YouTube Grémous et engagé dans la diffusion de pratiques innovantes en santé mentale au moyen des outils digitaux. Nous verrons d'ailleurs tout au long de cette interview leur importance dans le parcours de soins. Merci infiniment, Dr Durpois, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà. En fait, justement, on parle d'outils digitaux. Et depuis la pandémie de Covid-19, nous avons assisté à une montée en puissance de ces outils dans le domaine de la santé mentale. Et vous-même, vous avez exploré ces nouveaux usages à travers vos vidéos et votre chaîne YouTube Grémous, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quels sont, selon vous, ces principaux atouts de ces outils, en fait, dans le cadre de l'accompagnement des patients? Alors, ils sont nombreux, donc pour tous les résumer, c'est un petit exercice, mais déjà le principal, c'est de sensibiliser, parce que c'est vrai que souvent la psychiatrie, la santé mentale, c'est quand même des questions qui peuvent parfois un peu faire peur, ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il y a une forme de stigmatisation de la profession et des patients, pour plusieurs raisons, c'est toujours compliqué à expliquer, mais d'entre elles, c'est que c'est pas toujours évident de bien comprendre ce qui se passe, étant donné que ça se passe dans le cerveau et que le cerveau, ben, il est difficile à explorer parce qu'il est bien protégé par l'os, par le crâne autour. Donc ça fait que c'est pas comme une fracture du bras où on peut juste montrer une radio et tout le monde comprend que voilà, il y a une fissure quelque part. Donc il y a quelque chose d'assez simple à observer. C'est vrai que le cerveau, c'est quand même quelque chose de très complexe qui implique plein de choses différentes. Et du coup, ça peut peut-être parfois faire peur. Bon, il y a peut-être aussi le fait que pendant longtemps, c'est vrai qu'il y en avait peu ou pas de traitement, bon, comme dans d'autres spécialités médicales, mais c'est vrai qu'en psychiatrie, quand les patients sont pas ou peu traités, ça peut avoir des grosses conséquences pour les autres, notamment physiques ou en tout cas au moins verbales, voire physiques. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être ça. Donc vraiment, les outils digitaux permettent de dépasser ça, parce que les gens peuvent plus facilement accéder à de l'information. Il y avait déjà les livres avant qui existaient, mais les livres, bah, faut les acheter. Du coup, c'est pas toujours accessible à tout le monde. Et puis, il faut aussi avoir une certaine culture, on va dire, en tout cas, aimer lire, quoi, tout simplement. Alors que avec des outils digitaux, en tout cas notamment comme nous on a utilisé sur YouTube, quand c'est en libre accès, c'est vraiment hyper agréable parce que tout le monde peut s'informer de son côté. Ça demande pas vraiment particulièrement de formation, tout le monde est capable de suivre une vidéo. Après, bien sûr, faut adapter le niveau de difficulté, mais généralement, c'était là où on était aussi assez content dans nos vidéos, c'est qu'on avait plutôt des bons retours là-dessus sur comment ça rend justement le savoir plus accessible. Donc, ouais, je dirais au moins le principal, c'est ça, la diffusion de l'information, donc la sensibilisation. Après, bah, du coup, c'est aussi utile pour nous aider, nous, en tant que professionnels, à accélérer certains processus thérapeutiques. Ça nous permet de relier un peu ce qu'on dit en séance, que les gens puissent le réécouter, le réentendre, se le réapproprier. Voire même dans certaines situations, alors on le fait pas encore trop en France, mais justement, c'est aussi une des questions qui m'intéressent et pour lesquelles on est en train de réfléchir à un projet de recherche dessus. Dans certaines situations, ça peut même être intéressant, les outils digitaux non guidés, on appelle ça. C'est-à-dire que les gens le font de leur côté et il y a un professionnel qui évalue avant et qui évalue après, mais qui va pas forcément guider directement l'usage de l'outil digital. Donc, dans certaines situations, notamment quand les situations sont pas trop sévères ou quand les gens viennent de loin ou n'ont peu ou pas accès à des professionnels, ça peut être vraiment assez révolutionnaire. Ça peut vraiment permettre de donner accès aux soins à plus de monde. Donc, ouais, je dirais ces deux grands atouts-là qui sont la diffusion de l'information et du coup le soutien du travail qu'on peut faire en séance au niveau professionnel. Et du coup,
enfin, c'est quelque chose qui est en pleine dynamique. On a pu faire un symposium récemment au Congrès français de psychiatrie, donc qui est le congrès de la psychiatrie au niveau national, et ça avait beaucoup plu. Donc derrière, j'avais eu plusieurs personnes qui m'avaient demandé de faire de la présentation que j'avais fait lors de ce symposium. Lors du symposium même, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Donc on était vraiment très contents de voir à quel point du coup ça génère de l'enthousiasme aussi. Ouais, c'est ça, c'est un vrai soutien. Et Mm. c'est donc une initiative très innovante que vous avez eue. Et c'est vrai que ces vidéos euh, ont un aspect extrêmement pédagogique pour offrir ce support-là, en fait. Et nous, d'ailleurs, on les utilise beaucoup dans le cadre de la formation connexion familiale dédiée aux proches de TPL, parce que les contenus sont riches, pédagogiques. Et, euh, et j'avais envie de continuer sur l'aspect numérique, justement. Il me semble qu'au Québec, des formations à destination des professionnels, vous m'en avez parlé, des Mhm. professionnels de santé ont été développés grâce au digital. Est-ce que selon vous, ces modèles peuvent inspirer, du coup, notre système de soins français? Ouais, clairement, ben, au Québec, en fait, c'est vrai qu'ils sont très intéressés par le digital. Ils ont beaucoup de financement au niveau gouvernemental ou autre, parce que là-bas, les espaces sont tellement grands qu'ils savent qu'ils peuvent pas mettre des thérapeutes partout. La démographie, en fait, est beaucoup moins concentrée qu'en France. C'est beaucoup plus étendu sur des grandes distances. Donc, forcément, on sait qu'un patient, il va pas pouvoir faire 100 ou 200 kilomètres pour aller voir un thérapeute. Et donc le digital là-dessus répond à un vrai besoin qu'ils avaient, notamment dans certains confins du Nord, où c'est quasi parfois inaccessible même d'accès durant certaines périodes de l'année, ou certaines îles ou autres. Donc c'est quelque chose qu'ils ont bien intégré. Et effectivement, il y a la question de la formation parce que actuellement il y a beaucoup d'outils au niveau digital, mais on n'a pas toujours le réflexe. On ne connaît pas non plus tout ce qui existe. Et du coup, ben, parfois il y a des outils qui existent, notamment des applications mobiles ou autres, qui se perdent un peu, qui tombent dans l'oubli parce que ben, les gens ne pensent pas à les utiliser, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une question de formation dont on pourrait s'inspirer en France. Là-dessus, le Québec a, je pense, quelques années d'avance du fait de leur géographie. Et heureusement, on a des bons liens avec eux, donc je pense que ça va se diffuser aussi assez facilement chez nous. On va faire une synergie entre les deux pays pour Ouais. travailler dans le bon sens. Parce que nous, on a des vraies questions aussi. Alors, aussi bien au niveau géographique, on a la diagonale du vide, hein, au niveau démographique, qui comporte, je crois, 30 ou 40% du territoire français, où il n'y a même pas 10 ou 15% de la population. Ouais. Passe par la Creuse et tout ça. Bon, les chiffres approximatifs, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, il y a vraiment des endroits où on a peu de personnes, et du coup, c'est peut-être plus galère dans ces endroits-là de trouver des thérapeutes disponibles. Et donc, le numérique pourrait aider déjà à faire une première étape pour certaines personnes. Peut-être même pour les personnes les plus légères, ça peut suffire. Et pour les personnes les plus lourdes, ben, ça peut les motiver à faire peut-être un peu plus de distance, voire du coup envisager de la visio au niveau digital. Donc, on a au moins ça. Et puis après, même pour les endroits où ben, on a pas mal de professionnels, on est souvent assez chargé. On a quand même un manque de professionnels, en tout cas un manque de professionnels formés aux thérapies et tout ça. Et du coup, ça peut être intéressant d'avoir ces outils-là pour accélérer un peu les prises en charge et permettre qu'on réponde un peu mieux du coup aux demandes qui nous sont faites. Ouais, vous insistez en fait sur cette nécessité, euh, malgré tout, de pas opposer le digital au présentiel, hein, parce que là Ouais. on parle beaucoup du digital, effectivement du fait que ça peut être un véritable support, un soutien pour les thérapeutes et pour les patients Mhm. dans le cadre effectivement soit de déserts médicaux, soit de problématiques géographiques, mais ce présentiel est important et aujourd'hui, donc le digital, ok, est un précieux allié à connecter malgré tout à la pratique qui est indispensable, elle, dans le parcours de soins, hein. C'est bien ça. Est-ce que vous voulez Ouais. nous en dire davantage?
Ouais, clairement, bah, c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'en fait, souvent, on va notamment dire, est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle peut remplacer les médecins, remplacer les psychiatres, etc. Souvent des questions comme ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde, ben, il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer et que les outils digitaux ne peuvent pas remplacer, c'est l'expérience. Là-dessus, l'humain est au-dessus. Du coup, les outils digitaux, nous, par contre, nous aident vraiment à justement amener des personnes qui seraient réticentes à aller vers les soins parce que bah ils ont eu des mauvais échos, parce que voilà, il y a une question d'historique ou autre, ou une question d'incompréhension. Donc ça nous aide vraiment à nous connecter avec d'autres personnes qui n'oseraient pas venir, ou alors qui viendraient mais trop tard, ou en tout cas à un moment où c'est plus compliqué d'agir. C'est jamais trop tard, mais en tout cas ça peut être plus difficile à certains moments d'agir. Donc là-dessus, on gagne vraiment beaucoup de temps grâce aux outils digitaux. Moi, je pense pas du tout que ça va remplacer les professionnels, mais au contraire, voire même que ça va attirer en fait plus de gens. Mais du coup que ça va aussi nous aider parce que il faut que ça fasse un peu les deux. Si ça nous donne plus de travail, il faut aussi que d'un autre côté, ça nous décharge d'une certaine part de travail. Donc, il y a vraiment ces deux côtés-là qui sont hyper intéressants. C'est des études qui montrent hein, que, en moyenne, en psychiatrie, il y a un patient sur deux qui ne consulte pas. Ça varie selon les troubles. Hein. C'est en addicto où c'est où les gens consultent le moins. Selon certaines études, il y a 80-90% des gens qui ont un problème d'addiction qui viennent pas consulter. Donc, c'est quand même très, très important. Et, et du coup, les outils digitaux là-dessus peuvent vraiment nous aider. Ça nous a aussi aidé au niveau des professionnels à faire mieux accepter la thérapie comportementale et dialectique, parce que c'est vrai que c'était parfois un peu mal vu, comme on a une tradition plutôt psychanalytique. Du coup, au début, c'était pas toujours évident de bien faire comprendre en quoi ça consistait. Du coup, justement, d'avoir comme ça des outils que les gens, que les autres professionnels pouvaient regarder. Ça a permis de bien faciliter la compréhension de ce qu'on faisait. Les gens, du coup, si les professionnels qui s'interrogeaient sur comment ça fonctionnait, ben, peuvent regarder d'eux-mêmes du coup comprennent mieux comment ça agit et du coup comprennent aussi que c'est pas aussi opposé que ce qu'ils le penseraient à une certaine tradition psychanalytique ou autre que c'est vraiment dans cette question de d'aider les patients en cherchant à la fois le changement et l'acceptation qu'on peut retrouver dans toute psychothérapie. Et c'est vrai que c'est particulièrement bien formalisé dans la TCD. Les principes sont vraiment bien pensés, bien réfléchis. Et il y a pas mal d'études aussi derrière qui ont été faites, donc on sait vraiment ce qu'on propose quand on pratique ces thérapies-là. Donc, ça nous a vraiment aidé à mieux se faire connaître, aussi bien au niveau des patients que au niveau des professionnels. Donc, c'est clairement pas à opposer, digital et pratique, c'est vraiment complémentaire. Bon. Bon, ça a permis quand même de mieux faire accepter cette thérapie comportementale dialectique si essentielle dans l'accompagnement du trouble borderline, notamment des dysrégulations émotionnelles. Et vous êtes impliqué dans le programme GREMO. Alors, je rappelle ce que c'est que le GREMO, c'est le groupe de régulation émotionnelle qui propose une approche innovante de la prise en charge en psychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les contours pour qu'on comprenne un peu plus ce programme? Ouais, ben, du coup, c'est vrai que c'est assez global, parce qu'il y a 4 modalités habituellement dans la TCD, donc dans la thérapie comportementale et dialectique. Et le programme Grémo, en fait, c'est une adaptation de la TCD parce qu'il y a plusieurs formats possibles. Et nous, on avait choisi un format en 4 mois, à la base plutôt transdiagnostic, même si maintenant on a certains groupes qui sont plus monodiagnostiques, mais on a encore des groupes transdiagnostiques. Donc ça fait une certaine spécificité. Et du coup, on a ces 4 modalités de la TCD qui sont les groupes thérapeutiques où on voit des compétences à chaque séance, etc. avec les patients, la thérapie individuelle
Il y a la possibilité, alors on ne fait pas pour tous les patients, parce que c'est pas toujours évident à canaliser, à gérer, mais il y a la possibilité d'avoir un soutien téléphonique aussi pour les patients en cas de crise, pour les aider quand vraiment c'est trop compliqué. Et il y a aussi du coup une consultation d'équipe pour que les professionnels discutent entre eux des situations sur lesquelles ils sont en difficulté, qu'ils se sentent pas trop seuls non plus, parce que c'est vrai que dans le trouble, particulièrement dans le trouble de personnalité limite, dans le TPL, dans le trouble borderline, il y a quand même souvent des crises suicidaires assez intenses, assez difficiles à gérer, souvent parfois réactionnelles à des choses qui peuvent être dites ou autres, et donc on peut vite culpabiliser et vite penser que c'est notre faute et tout ça. Et du coup, ça permet de prendre un peu de recul, d'avoir ces consultations d'équipe et du coup d'avoir aussi des réflexions possibles sur comment faire, à la fois pour soi-même, pour un peu prendre de la distance ou dans notre thérapie. Donc c'est assez complémentaire et ce qui est bien, c'est que il y a des psychiatres, des psychologues, on est voire même parfois aussi des soignants et donc, ça permet d'avoir un côté assez pluridisciplinaire, d'avoir des regards assez différents. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien savoir comment faire. Plus on est de gens impliqués, plus on peut avoir des regards ou des points de vue différents. C'est vrai que finalement, la psychothérapie, c'est assez proche. On avait parlé comme un peu la kinésithérapie, un côté un peu de rééducation. Sauf que comme c'est une rééducation psychique, c'est quand même beaucoup plus complexe qu'une rééducation physique. Donc ça demande vraiment d'être très fin. Et donc d'être comme ça assez nombreux, ça permet d'être le plus ajusté possible. Et ça, c'est particulièrement nécessaire ouais, quand il y a des crises suicidaires assez fréquentes, parce qu'on peut vite sinon se laisser déborder émotionnellement. C'est intéressant de voir le thérapeute ainsi, hein, parce que on a quand même tendance dans la relation patient-thérapeute à idéaliser en fait le professionnel de santé, et à le percevoir comme un sauveur. Euh, donc c'est très intéressant ce que vous dites justement ce côté émotionnel que vous avez aussi en fait de l'autre côté. Est-ce que vous Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Ouais, c'est vachement important. C'est vrai qu'on a tendance à voir le thérapeute ouais, comme un sauveur et l'idéaliser effectivement. Et ça, c'est d'ailleurs dans les groupes souvent quelque chose qui nous rapporte les patients, qu'ils ont beaucoup apprécié le fait qu'on partage des expériences personnelles. Ça leur donne, parce que souvent ils ont cette impression, ce qu'ils disent en tout cas, que ben, les professionnels, enfin, ou d'autres gens qui n'ont pas les troubles qu'ils vivent n'ont aucun problème, qu'ils agissent un peu comme des robots, que voilà, il y a ça, ils font ça, etc., que tout est très simple et tout ça. Et du coup, de partager ces expériences, de partager les difficultés aussi qu'on a eu à surmonter, comment on a réussi partiellement, ou peut-être parfois complètement, mais la plupart du temps, c'est plutôt partiellement à résoudre tel ou tel problème. Ça permet d'humaniser un peu plus les choses. Là, à nouveau, quelque chose où le digital ne remplacera pas l'humain. Vraiment d'avoir cette complexité, ces nuances. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on fait avec notre propre histoire, avec nos émotions, à la fois du coup pour expliquer un peu aux patients comment utiliser telle ou telle chose, comment pratiquer telle ou telle manière, mais aussi dans la façon dont on amène les choses, dont on ressent, on accueille ce que vivent les patients. Et donc, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, c'est une discussion souvent c'est nécessaire, peut-être plus en psychiatrie que dans d'autres spécialités, d'avoir quand même une vie personnelle relativement stable, ou en tout cas où on se sent plutôt satisfait, entre guillemets, parce que c'est vrai que les difficultés que peuvent vivre les patients peuvent vite entrer en écho avec des difficultés qu'on On peut avoir. rejaillit. Mm. Et du coup, c'est pas toujours évident à gérer au niveau de cette question de la distance, même si bien sûr tout le monde a ses propres difficultés, ça peu importe la spécialité, peu importe le métier, la profession. Mais c'est vrai qu'en psychiatrie, parfois c'est peut-être plus nécessaire de bien travailler sur soi, sur ses relations,
pour pas être trop en écho avec certaines choses. Même si du coup cet écho est intéressant aussi puisqu'on peut le travailler avec le patient, mais c'est toujours une question d'équilibre, à nouveau de dialectique entre du coup pouvoir l'utiliser dans la relation thérapeutique, ce qui nous fait écho, mais pas non plus se laisser submerger. C'est un équilibre pas toujours évident. Ouais. L'expérience humaine propre du thérapeute peut influencer donc la pratique en fait, hein, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça. C'est Mm. important de l'avoir en tête parce que sinon après c'est vrai qu'on a une vision trop froide et parfois on peut peut-être trop soit trop en attendre, soit à l'inverse avoir un peu une vision du psychiatre qui est le plus fou, je ne sais quoi. Enfin il y a parfois des visions comme ça. Parce que dès qu'il y aura une petite difficulté qui va être soulevée, ben on va tout de suite se dire ah mais c'est pas normal, etc. Alors que ça fait partie aussi du travail. Alors bien sûr, faut pas non plus que ça déborde. À nouveau, c'est une question de dialectique, mais d'avoir aussi ces moments-là où chacun partage ses ressentis, c'est important. Mm. Et vous parliez tout à l'heure justement d'intelligence artificielle, que ça, c'est là où en fait il y a la nuance à apporter et que non, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas prêt à avoir l'intelligence artificielle remplacer les thérapeutes parce que il y a justement cette expérience, la fameuse expérience personnelle. Et Ouais. vous-même, vous avez été marqué par certaines expériences dans votre histoire et qui ont influencé votre parcours en psychiatrie, il me semble, hein. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Ouais, c'est vrai que on Personnel, a hein, tous pour mon le coup. histoire, mais c'est vrai que je pense que la mienne m'a bien marqué par rapport à certaines questions. Très jeune, ouais, j'avais effectivement ma mère qui avait des grosses difficultés et du coup, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Donc, il y avait pas mal de moments où on savait pas trop où se mettre, on savait pas trop ce qui se passait. Et ça, dès qu'on avait 4 5 6 ans. Il y avait notamment plusieurs hospitalisations sous contrainte qu'elle a dû vivre. On n'avait jamais trop été impliqué, donc on comprenait jamais trop non plus ce qui se passait. Mon père a dû faire des recherches en fonction des médicaments qu'elle prenait pour essayer d'avoir une hypothèse au moins sur le diagnostic. On ne nous a jamais vraiment annoncé les choses. Donc on a toujours été un peu dans le flou par rapport à ça. Et c'est vrai que c'était aussi une de mes motivations à la psychiatrie de mieux comprendre des choses que j'ai vécues et que j'ai pas toujours très bien compris. Et c'est assez amusant de a posteriori avoir les mots, la théorie ou le vocabulaire pour comprendre certaines choses qu'on vivait qu'on avait du mal à expliquer. Donc notamment la question de la labilité émotionnelle, par exemple, on sentait des moments où elle pouvait être très gentille, ce qui normalement est plutôt bon signe, mais on sentait que c'était trop, et c'était difficile à expliquer pourquoi, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et bon, c'est des symptômes de labilité émotionnelle assez fréquentes, qu'on connaît bien en psychiatrie, mais qui sont très durs à expliquer en fait quand on le ressent et quand on le vit et qu'on n'a pas les mots. Donc c'était quelque chose qui m'a bien parlé d'aller plus de mieux comprendre. C'est pas le cas de tous mes frères et sœurs. Il y a plusieurs de mes frères qui, au contraire, eux, préféraient s'éloigner un petit peu de tout ça. Mais moi, j'avais plus cette curiosité-là, peut-être parce que j'étais l'aîné de la fratrie et du coup, c'est vrai que j'avais peut-être plus ce rôle-là d'essayer de faire tampon un peu avec les parents. Donc, c'était pas toujours simple. Mais ça m'a peut-être préparé aussi un peu à certaines choses que je vis au niveau professionnel. Euh, Pas toujours évident parce qu'il y a des fois où je me dis que c'est une force, d'autres fois où c'est vrai que ça peut être pas évident non plus à prendre une certaine distance. Mais globalement, je suis plutôt content. Je pense que ça m'a plutôt aidé en moyenne si on prend la moyenne, parce que ça me rend plus sensible à certaines questions. Je comprends mieux certaines questions peut-être que d'autres. En tout cas, même si en réalité, il y en a beaucoup qui ont des expériences aussi personnelles de leur côté, parce que les troubles psychiatriques sont quand même très fréquents. Je pense que ça fait partie des plus fréquents, voire les plus fréquents, en tout cas entre 20 et 40 ans. Et du coup, très souvent, les gens ont dans leur entourage personnel, soit dans leur famille, ou au moins dans leurs amis, des gens qu'ils connaissent qui ont des antécédents psychiatriques. Donc c'est quand même très fréquent.
Après, ben, chacun a un peu son rapport à ça. Il y en a qui vont préférer plutôt s'éloigner, donc ils vont plutôt essayer de résoudre un peu les choses et aider. Alors c'est sûr que c'est pas toujours évident de savoir aider, comment aider et jusqu'où aider. On a toujours peur de mal faire ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, peut-être que j'avais ce truc-là de toujours chercher à, même si c'était très galère et que c'était un peu l'anarchie, toujours chercher à essayer de comprendre, à essayer de trouver des solutions et tout ça. Et du coup, je pense que ça a été plutôt une force finalement pour mieux comprendre et du coup aussi au niveau théorique, parce que bah, forcément comme partout, il y a des discussions théoriques, on va dire. Tout le monde n'est pas d'accord tout le temps, ce qui est normal. Du coup, il y a aussi des choix à faire parfois, alors éclairés aussi par la lecture et tout ça, mais aussi par l'expérience. Et là-dessus, je pense que ça m'a aidé à faire les bons choix, notamment en rapidement m'intéressant à la thérapie comportementale et dialectique. C'était une de mes motivations aussi de pouvoir un peu m'intégrer dans quelque chose d'assez novateur, on va dire, et, euh, et quelque chose d'assez pragmatique, là où par exemple d'autres approches sont parfois un petit peu plus déconnectées, ce qui moi me parlait moins peut-être du fait de mon expérience. Donc voilà, ça a été à plusieurs égards, et puis pour certains patients aussi dans certains suivis, ça a pu être un levier de raconter certaines choses. Alors, on va pas forcément dans tous les détails parce que on n'est pas là pour raconter sa vie non plus, mais pour parler de certaines choses qui peuvent faire écho avec les patients. Ça a pu être utile pour que les patients déjà se sentent moins seuls, mais du coup aussi parviennent à envisager certaines options, parce que parfois on a souvent cette tendance quand on vit des choses difficiles à penser qu'on est seul à le vivre, qu'il n'y a pas de solution, etc. Et du coup de savoir un petit peu que ben malheureusement c'est des choses qui arrivent à tout le monde ou qui peuvent arriver à tout le monde et que voilà il y a des possibilités après plus ou moins idéales que d'autres. La solution parfaite n'existe jamais, mais du coup ouais, ça m'a été utile aussi bien du coup dans ma pratique qu'au niveau théorique cette expérience-là. Merci de nous avoir livré tout ça parce que c'est très personnel je trouve que ça illustre bien quand même cet aspect humain du thérapeute qui apporte quand même beaucoup de choses et dans vos pratiques et dans l'accompagnement que vous pouvez avoir du patient. Puisque vous avez parlé de la thérapie comportementale dialectique, on vous appuie un peu plus là-dessus. Je rappelle qu'elle a été développée par Marshaline Anne, qui est à l'initiative du programme de connexion familiale qui aujourd'hui est reconnue scientifiquement pour son efficacité auprès des personnes souffrant de troubles de la personnalité. Alors, pour vous, en quelques mots, quels seraient ces points forts les points forts de cette thérapie? C'est que c'est une approche qui est ouais, assez pragmatique. On sait où on va. C'est vrai que parfois on peut avoir des thérapies où c'est un peu flou, on va dire, ou en tout cas on sait pas trop les mots, ce qu'ils veulent dire et tout ça. Là, c'est quand même très précis, très clair. Il y a quand même un peu un côté presque scientifique en fait qu'on recherche à avoir les mots les plus justes, qui correspondent le mieux à ce qui est vécu. Donc ça, c'est vraiment une des grandes forces, je pense, de cette thérapie, qu'elle a su du coup à la fois bah, du coup avoir des éléments bien validés, anciens, etc., qui avaient été faits dans les thérapies cognitives et comportementales, tout en amenant des approches bah, qu'elle a validées du coup, mais qui à l'époque l'étaient moins, sur la pleine conscience et tout ça. Ça, c'est d'où le nom dialectique, hein, d'avoir cet équilibre entre la pleine conscience, donc tout ce qui est acceptation, et le changement, donc tout ce qui était vu dans les thérapies cognitives ou comportementales. Donc ça, c'est une vraie avancée qui a permis cette thérapie, qui du coup a aussi été inventée par Marsha Heinemann, qui avait elle-même aussi des difficultés, hein. Elle était anciennement, en tout cas, elle était anciennement hospitalisée. A priori, elle aurait été traitée par sismothérapie, hein, donc quand même des traitements de choc qu'on pratique quand même très rarement, généralement. Donc peut-être que dans ces années-là, ça se pratiquait un peu plus ou un peu trop. Mais en tout cas, actuellement, c'est très rare.
même si c'est pratique, si c'est utile dans certains cas. Et du coup, elle avait cette expérience-là et elle a su, pareil, l'utiliser sans que ça déborde, l'utiliser de façon juste. Et donc ça a été, on sent qu'il y a vraiment cette philosophie-là. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a à la fois des philosophies, des principes qu'on va pas forcément appliquer à chaque séance, mais plus qu'on doit avoir en tête. Et après, des choses qu'on a appliquées à chaque séance. Du coup, ça rend quelque chose de très personnalisé. Donc c'est vraiment intéressant. Et ça se fait sur le temps long, bien sûr. Tout peut pas venir tout de suite, surtout chez des patients qui sont suicidaires depuis longtemps et tout ça. Il y a aussi, parfois les gens pensent que c'est en une séance tout va se régler. Parfois, c'est vrai qu'on a des évolutions très rapides, c'est quand même, faut le dire. Il y a quand même des gens qui évoluent parfois très rapidement en l'espace de quelques séances. Mais généralement, l'entièreté de la thérapie, nous, on pratique sur au moins 4 à 6 mois, et qui dans la TCD classique, c'est sur un an, est quand même nécessaire. Parce que ben, souvent, les acquis récents sont précaires, demandent du coup encore un peu de travail. Et donc, il faut accepter qu'il y ait un peu ce temps-là. Et d'accepter aussi ce temps ben, permet justement de mieux rentrer en profondeur parce que sinon ça reste un peu trop à la surface, ça reste trop superficiel. Quand les choses sont ancrées comme ça, forcément ça demande un peu de temps. C'est une thérapie qui est assez exigeante parce qu'il faut quand même 2 heures, 2 heures et demie par semaine par patient de groupe, plus le suivi individuel dans certains cas qu'on propose, et plus des pratiques à domicile. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez exigeant, Oui, mais du coup, ça rend une thérapie très complète. oui, c'est ça, c'est très complet. Mm. Et, c'est complet, progressive et plutôt positif. Vous voyez quand même des résultats en général positifs. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'était pour ma thèse. J'avais rappelé les patients 1 an après la thérapie pour leur Ouais. demander comment ça avait évolué sur plusieurs symptômes. C'était vraiment hyper agréable, hyper renforçant de voir comment certains patients s'étaient vraiment métamorphosés. Globalement, quasiment tous les patients rapportaient une amélioration et il y en avait un bon pourcentage où en fait il y avait plus rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment très 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 Et renforçant. ça donne quand même une grosse lueur d'espoir, hein. C'est important de le dire, je trouve, hein. Ouais, ça donne une grande lueur d'espoir. Et après, ça peut aussi donner des grandes attentes. Donc, il faut quand même aussi se rappeler que pour certains, ça peut demander plus de temps et que ça fait aussi partie du processus thérapeutique. Faut pas désespérer si ça prend plus de temps que pour d'autres. Chacun a son rythme, chacun fait de son mieux. Donc, voilà, faut savoir prendre le temps. Il y a certaines fois où ça peut aller assez vite, d'autres fois où ça peut être un peu plus lent. Dans les deux cas, on fait avec ce qu'on a, on fait la réalité telle qu'elle est. C'est un des principes de l'acceptation. Donc, c'est assez central dans cette thérapie. Et parfois, certaines personnes ont besoin aussi de temps pour comprendre certaines notions assez complexes. Parfois, ils vont pas forcément être d'accord ou autre. Donc, ça demande un peu de temps et c'est normal que ça avance pas au même rythme pour chacun. Mm. C'est la fameuse acceptation et la validation, hein, les deux principes fondamentaux. Euh, vous voulez en parler un petit peu aussi, parce que ce sont quand même des fondamentaux justement très importants dans la TCD. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que alors c'est une des, un des aspects où la TCD a été très novatrice, c'est vraiment de ramener cette question de l'acceptation, même si on la trouve déjà un petit peu dans les TCC avant, parce qu'il y a notamment l'exposition, où l'exposition on apprend à gérer ses émotions, à accepter ses émotions et tout ça, même si l'idée c'est qu'elle diminue quand même au bout d'un certain temps à force de s'exposer. Donc il y a quand même déjà un petit peu l'acceptation qui était présent dans le passé dans les TCC. Mais dans les TCD, ça a vraiment été formalisé et théorisé dans ce sens-là. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez novateur. Et c'est vrai que ça permet ouais, de pas être trop dans cette attente, de penser que tout se résolvera, de penser que on pourrait ne plus avoir aucun problème en général, parce que c'est tout l'intérêt, nous, en tant que thérapeute, aussi qu'on parle de certaines choses qu'on peut vivre ou qu'on a vécues. C'est de bien faire comprendre que
même si on n'a plus de troubles au sens propre, on n'a plus de difficultés psychiatriques au sens propre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura pas plus d'enjeux psychologiques. Il y aura toujours des difficultés de la vie, toujours du stress à gérer, toujours des problèmes qui nous arriveront et faudra qu'on fasse de notre mieux pour savoir comment les résoudre. Donc ça fait partie de la vie. Et si on pense qu'on peut un jour être sans aucun problème, ben, malheureusement, on risque d'être un peu déçu. Donc là-dessus, l'acceptation est vraiment intéressant. Notamment, on parle de la douleur, de comment la douleur nous a appris, par exemple, à marcher, et on nous apprend à faire plein d'autres choses. En fait, s'il n'y avait pas cette douleur-là, ben, quelque part, on n'aurait peut-être pas la motivation de faire certaines choses. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Aussi de savoir du coup comment parfois transposer quelque chose qu'on pourrait dire négatif en quelque chose de positif. Typiquement, par exemple, sur cette question de la douleur, hein, on a appris à marcher parce qu'on se faisait mal quand on tombait. Donc bon, en partie, pas que, c'est aussi parce qu'on avait une certaine curiosité et tout ça, mais la douleur en a fait partie. Et la validation, du coup, est aussi assez intéressante parce que pareil, avant, on pouvait avoir tendance à rapidement vouloir avancer en tant que thérapeute, ce qui est une bonne chose, mais peut-être parfois oublier un peu de bien valider ce que vivent les gens. Surtout quand les gens ont de base tendance à s'invalider, si trop vite on veut améliorer les choses, on veut que les choses bougent, ce qui est une bonne qualité, mais ça peut parfois du coup un peu euh, C'est bloqué, en fait, ou même les encore, bloquer. c'est Ouais. contre-productif, même. C'est ça, exactement. Et du coup, là, on perd quelque chose. Donc ça, c'est important de bien valider d'abord, avant d'ensuite proposer du changement. Même si, bon, la validation, faut aussi pas non plus que ce soit trop long, faut pas non plus que ce soit exagéré, entre guillemets. Il y a, pareil, toujours une question d'équilibre à trouver, parce que si c'est de la validation pour qu'après, ben, les gens se complaisent un petit peu là-dedans, c'est pas non plus l'idée. C'est vraiment l'idée de pouvoir comprendre qu'on a perçu l'émotion et ensuite pouvoir faire quelque chose du coup de cette perception-là. Merci beaucoup. En fait, je me dis que vous allez revenir à notre micro parce qu'il y a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder de nouveau, et notamment, par exemple, ces compétences-là. Mais merci infiniment, Amaury. Grâce à vous, nous avons pu mieux comprendre euh, tout ce qui a été lié justement à l'intégration des outils digitaux en santé mentale et l'importance du présentiel, parce qu'il faut quand même le rappeler, hein, dans la prise en charge, et aussi l'impact de la TCD dans l'accompagnement pour les patients et leurs proches aussi. Et donc, vous reviendrez, j'espère, à notre micro. J'espère aussi, avec plaisir. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois et nous espérons que cette interview vous apportera des clés précieuses. Et pour aller plus loin, surtout, retrouvez les vidéos du docteur Durpois sur sa chaîne YouTube Grémoïs. On met toutes les infos, tout le lien là en dessous. Et n'hésitez pas à explorer les ressources de connexion familiale sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain épisode des rendez-vous de connexion familiale et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.